On va commencer la première table ronde de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses pour écouter les intervenants et participer à la réflexion de ces troisièmes assises portées par le collectif COSAM, le collectif soignant pour les droits et la santé mentale des exilés. Je vais peut-être me présenter très rapidement. Je m'appelle Laure Volmark, je suis psychologue clinicienne, membre de l'association Trace Réseau Clinique International, chercheuse associée au Centre de réflexion de Médecins sans frontières, bien nommé le CRASH, et depuis peu affiliée à Lycée Migration, qui nous accueille aujourd'hui. Donc j'ai l'honneur de coordonner et de modérer cette première table ronde pluridisciplinaire intitulée « Comment la détérioration de l'accueil abîme la santé mentale ». Et je vais me contenter de vous présenter les trois intervenants-intervenantes pour qu'on garde du temps pour la discussion, les questions à la fin. Donc je vais donner en premier lieu la parole à Maëlle Galisson, qui est journaliste, auteur de la série Les Tués de Calais, publiée par le média en ligne lesjours.fr, et dont l'intervention s'intitule « Voir Calais et mourir ». Ensuite, je donnerai la parole à Stéphane Lecourant, qui est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, membre du Centre d'études des mouvements sociaux, auteur d'un livre qui s'appelle « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ». Et aujourd'hui, le titre de son intervention sera « Saisir les effets des expulsions sur la santé mentale des exilés depuis un lieu d'enfermement ». Et enfin, Héloïse Marichès, qui est psychologue clinicienne, exerce à l'AP-HP dans le service de psychopathologie du professeur Thierry Bobet et aussi responsable adjointe du Centre régional psychotraumatisme Paris-Nord, nous fera part de son expérience clinique de psychothérapeute auprès de personnes vivant aux frontières au sens psychique et administratif. Voilà, donc Maëlle, je te passe la parole. Vous avez 20 minutes, chacun, chacune. Je suis garante du temps. Voilà, pour qu'on puisse échanger ensuite. Merci Laure. Merci au COSAM pour l'invitation. Je suis donc Maëlle Galisson, je suis journaliste. Je vais commencer mon intervention pour juste rappeler ce qui s'est passé. En fait, il y a quelques jours, le vendredi dernier, il y a un homme érythréen qui a été retrouvé pendu à proximité d'un blocos dans les dunes de Tartinghem, sur la côte d'Opale. Donc c'est vraiment la zone où ont lieu un certain nombre de tentatives de passage pour rejoindre le Royaume-Uni. Dans le blocos ont été retrouvés un paquet de riz, de l'alcool et un tapis de prière. Cette personne, elle était en tentative de passage depuis, enfin, en tout cas sur la frontière à Calais depuis quelque temps, et elle s'était peu à peu isolée, et on a donc retrouvé son corps il y a quelques jours dans les dunes. C'est pas le premier cas à la frontière où on retrouve des personnes comme ça qui intentent à leur vie. Le 3 janvier 2023, un exilé soudanais de 29 ans, Fouad Dongo, est décédé après avoir été percuté par un train sur la ligne de chemin de fer à Calais. Yolène Bernard, une associative, une bénévole de l'association Salam, qui effectue régulièrement des distributions de repas, etc., a assisté en fait à ce qui s'est passé. Elle connaissait Fouad, elle l'avait vu que depuis quelque temps. Elle dit que Fouad parlait tout seul, que certains jours il ne voulait pas s'alimenter. On lui proposait tout de même un café, il le jetait, on lui en servait un second, et cette fois il le buvait. Et elle voyait de plus en plus un phénomène d'isolement où Fouad en fait ne voulait plus parler, il restait à l'écart. Les derniers temps, il ne mangeait même plus avec les autres habitants du campement sur lequel l'association intervenait. Et un jour, après une distribution, elle a donc, alors que son équipe s'en allait du campement, elle entendait des sirènes d'un train qui alertait à plusieurs reprises, et elle a vu Fouad sur la ligne de chemin de fer, les bras en croix, et qui se parlait à lui-même, et en fait le conducteur du train n'a pas pu empêcher l'impact, et Fouad est décédé dans ces conditions. Le 12 juin 2018, un jeune Ghanéen de 19 ans
qui s'appelait Louis, a également mis fin à ses jours alors qu'il était hébergé dans un centre d'accueil de Croisilles, près d'Arras. Marqué par son exil jusqu'à Calais, Louis avait finalement accepté de monter dans un des bus mis en place par la préfecture du Pas-de-Calais pour rejoindre ce qu'on appelle les fameux centres d'accueil et d'examen de situations administratives, les CAES. Décrit comme fragile et isolé par le directeur de la structure, le jeune exilé s'est suicidé quelques semaines après son arrivée dans le centre. Je voulais projeter en fait un outil qui a été réalisé avec la rédaction du média Les Jours, dont parlait Laure, qui est un mémorial qu'avec la rédaction des Jours on a constitué. C'est-à-dire que depuis bientôt une dizaine d'années, je constitue un recensement des personnes exilées bloquées et décédées à la frontière franco-britannique. Et donc ce recensement a donné cette forme que nous avons imaginée avec la rédaction des Jours, où on a tenté de recenser. Aujourd'hui, on est proche d'un demi-millier en fait, de personnes décédées depuis 1999 en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. L'idée étant de rapporter un peu cette introduction en fait, à un travail que j'ai fait depuis plus longtemps sur le fait qu'il faut ramener cette question de suicide et dans un contexte plus large sur la question des morts à la frontière. La causalité principale en fait, des décès à la frontière reste la question du franchissement de la frontière. La plupart des personnes que j'ai pu recenser dans cette liste sont donc décédées en tentant de rejoindre le Royaume-Uni, soit cachées dans la remorque d'un camion, soit en tentant de monter sur le train qui passe dans le tunnel sous la Manche pour rejoindre ensuite le Royaume-Uni, soit aujourd'hui, depuis quelques années, dans les fameux small boats, comme les appelle le Royaume-Uni. Et donc la principale causalité des décès reste la question du franchissement de la frontière. Mais la question des suicides apparaît quand même dans une des causalités mineures. Et ça me semblait important d'évoquer ça dans le cadre de cette journée. En fait, si on replace un peu le contexte à la frontière, à Calais et dans la région, ce à quoi sont confrontés les exilés, c'est ce qu'on peut littéralement appeler un environnement hostile. Alors le terme ne vient pas de moi, c'est littéralement en fait le terme utilisé par Theresa May, la ministre de l'Intérieur, en 2012. C'est-à-dire que la volonté des politiques britanniques et des politiques françaises est de créer un environnement qui dissuade en fait les personnes de rester à Calais et de tenter de rejoindre le Royaume-Uni. Et donc c'est finalement au-delà du discours, ça se matérialise très concrètement dans le quotidien des personnes exilées à la frontière, qui arrivent à Calais avec un certain nombre de facteurs qui pèsent sur la psyché en fait, des hommes, des femmes et des enfants qui sont bloqués à la frontière. Donc le premier facteur, c'est la question, bien entendu, et là je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont y revenir au cours de la journée, de la question des traumatismes qui ont été vécus soit dans les pays de départ, soit sur le parcours migratoire. Donc je vais pas faire la liste, mais c'est la question de fuir un contexte de guerre, de violence physique ou sexuelle, l'emprisonnement dans certaines prisons, des cas de torture, donc ça peut se produire dans les pays de départ ou alors lors du parcours migratoire. Je pense notamment au centre de détention libyen, à la question de l'enfermement dans les camps hotspots de Grèce. Tout ça marque les gens, les violences policières sur la route des Balkans. Donc les personnes arrivent à Calais avec ce passif. Ensuite, il y a ce qui se passe à Calais en tant que tel, à savoir les conditions de vie à la frontière en tant que telle, puisque les personnes sont en permanence confrontées en fait, à ce qu'on appelle la politique de lutte contre les points de fixation. Là encore, c'est des termes qui sont issus en fait, du discours politique. C'est vraiment un terme qui a été utilisé par Bernard Cazeneuve suite à l'expulsion de la jungle en 2016. Où ça se matérialise très concrètement par des expulsions toutes les 48 heures des lieux de vie. Donc lieux de vie, il faut entendre squat, campement. Et donc cette récurrence en fait, de l'intervention policière pour
pour éloigner, pour chasser en fait les personnes exilées qui tentent de se réfugier là où elles peuvent. Sachant qu'il y a, si on rentre un peu dans le détail de ce point très précis, il y a aussi une dimension un peu particulière dans le sens où il existe des expulsions où en fait les forces de l'ordre arrivent en masse, secondés par des agents techniques de la mairie ou d'entreprises privées, et vont récupérer, c'est pas le bon terme, mais rafler tous les effets personnels appartenant aux personnes vivant dans le camp, tentes, duvets, sacs à dos, éventuellement des documents d'identité, etc. Donc il y a ces expulsions vraiment au sens propre, mais il y a une logique qui est en cours depuis plusieurs années maintenant à Calais, où on voit arriver sur les campements des dizaines de CRS qui interviennent sur le campement, soi-disant pour expulser, mais vont saisir uniquement une ou deux tentes, et après repartir, laissant le campement finalement dans l'état où il était avant leur arrivée, quoi. Donc à quoi servent ces interventions, si ce n'est à marquer les esprits, à rappeler en fait que les personnes ne sont pas les bienvenues. Donc c'est un des éléments auxquels sont confrontées les personnes exilées à Calais. Donc ça illustre l'absence d'hébergement pour les personnes. Bien entendu, les conditions de vie ultra précaires, sans accès à l'eau, à des sanitaires, à des douches, et avec un accès à l'alimentation plus que restreint. Je l'ai évoqué rapidement là, sur la présence policière, mais le quotidien à Calais, c'est également la question de la police et du harcèlement policier. Alors, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Ça a été à multiples reprises documenté. Je pense notamment au rapport des défenseurs de droit. Le défenseur de droit a quand même produit 3 rapports sur la situation à Calais en 2012, 2015, 2018. À chaque fois, alors c'était pas uniquement centré sur la question de la police, mais à chaque fois, il rappelait en fait l'existence d'un harcèlement policier, de violences policières. Et donc il y a le défenseur des droits, il y a des ONG telles que Human Rights Watch qui en 2015, 2017 et 2021 ont décrit et documenté cette question du harcèlement, et d'autres associations. Alors juste peut-être un point pour illustrer ça de manière très précise. Je pense alors je reviens un peu dans le passé parce que c'est pour montrer à quel point ces facteurs sont ancrés en fait dans les politiques publiques. Donc Dominique Baudis en 2012, à l'époque défenseur des droits, dans son rapport pointe des visites répétées de la police sur des lieux de vie à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que l'existence de comportements individuels consistant à provoquer ou humilier les migrants. Le défenseur des droits constate des destructions de dons humanitaires, des faits personnels, des expulsions des migrants de leurs abris réalisées hors de tout cadre juridique. Alors il recommande que soit mis fin à ces pratiques et que la hiérarchie policière, qui ne peut les ignorer, y porte une attention particulière. Ça, c'est en 2012. En 2015, 3 ans plus tard, Jacques Toubon, le nouveau défenseur des droits de l'époque, constate que ces faits de violence qui ont été dénoncés, déplore que les violences décrites dans le rapport de 2012 n'aient pas disparu, et en profite pour rappeler que ces faits de violence ont aussi été dénoncés par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, là encore, c'est une manière de montrer à quel point c'est ancré dans la réponse des pouvoirs publics à la frontière à Calais. J'actualise un peu mon propos en disant qu'on est dans une étape un peu nouvelle, dans le sens où aujourd'hui les violences se sont aussi déplacées, c'est-à-dire qu'il y a un endroit aujourd'hui qui est entre guillemets stratégique, c'est la question des plages. Les exilés sont confrontés lors de tentatives de passage à des interventions policières qui, là encore, se traduisent par des policiers qui, équipés de couteaux, vont donner des coups de canif en fait, dans les zodiacs pour les empêcher de partir en mer. Éventuellement, vont faire usage de gaz lacrymogène et de matraques et de coups de matraque. Ça c'est aussi documenté à de multiples reprises par les associations présentes sur place. Et donc ça, c'est aussi une réalité qui s'ajoute au contexte que j'ai déjà décrit. Alors,
pour continuer un peu la description du contexte dans lequel, auquel sont confrontées les personnes exilées à la frontière à Calais, ça me semble important d'évoquer un point sur la question du passage, puisque, comme pour faire référence au mémorial, c'est que la question du passage reste la question la plus mortifère, meurtrière. Aujourd'hui, la plupart des tentatives de franchissement de la frontière se font par Zodiac, par embarcation pneumatique. Là encore, c'est une mise en danger conséquente pour les personnes exilées qui sont confrontées à cet unique moyen pour rejoindre le Royaume-Uni. Et donc, il y a la question de la tentative, il y a la question éventuelle du naufrage. Qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça génère sur les esprits, sur la psyché des personnes en exil. Et au-delà de ça, il y a aussi la question en cas d'intervention des secours, ce que constatent les associatifs et moi et mes collègues en tant que journalistes sur le terrain, c'est la question de l'absence de prise en charge post-intervention des secours. C'est-à-dire que les personnes sont, dans le meilleur des cas, récupérées par les bateaux de sauvetage et ensuite débarquées au port de Boulogne-sur-Mer, au port de Calais, au port de Dunkerque. Et ensuite, alors qu'elles ont potentiellement vécu une expérience traumatisante, elles sont laissées comme ça. On les remet à la rue, entre guillemets, alors que certaines sont trempées, d'autres choquées. Et donc, il n'y a aucune prise en charge sociale, sanitaire ou psychologique à ce niveau-là. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Peut-être que... Il me reste combien de temps ? Ok, très bien. Enfin, et c'est lié un peu à mon précédent point, je veux dire, je vais y arriver. La question de la confrontation à la mort et la disparition. Donc là, mon travail montre qu'en fait, depuis 1999, en fait, cette frontière, elle tue, elle provoque la mort de personnes en exil. Ça a des répercussions aussi sur les compagnons de route, sur les proches et par ricochet aussi sur les personnes aidantes et les soutiens associatifs. Je vais juste parler d'une anecdote d'un cas de naufrage qu'avec des collègues Maya Courtois, Simon Mauvieux et Valentina Camus nous avons documenté, qui a eu lieu en octobre dernier, où une personne exilée d'une vingtaine d'années qui s'appelle Osama Ahmed a vu disparaître son père avec qui il était en exil. Le bateau a fait naufrage, il a perdu de vue son père et à partir de ce moment-là, il a plus jamais eu de nouvelles. Osama donc a tenté de remuer médias, il s'est rendu plusieurs fois à la police pour imaginer relancer des recherches et retrouver son père. Ça n'a jamais abouti. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quelques jours après le naufrage, donc il témoigne de son expérience du naufrage, et je le revois 10-12 jours plus tard, et avant d'entamer l'interview, il arrive tremblant, alors qu'en fait il fait bon dans la pièce, etc. Et pendant tout le début de la discussion, il est dans cet état comme ça, choqué, pris de tremblements de manière régulière. Au cours de l'interview, il évoque aussi le fait que le visage de son père apparaît régulièrement quand il rencontre des gens pour la première fois. Donc, il me semble, pour en avoir discuté avec une psychologue, que c'est des symptômes qui viennent illustrer en fait des cas de traumatisme liés au naufrage et à la disparition. Et donc, c'est une manière d'illustrer un peu cette confrontation à la mort ou à la disparition auxquelles sont confrontées les personnes en exil à la frontière à Calais. Peut-être deux exemples un exemple pour aussi aller au-delà de ce que je viens de dire et montrer comment l'espoir de passer la frontière aide à tenir.
et que quand cet espoir disparaît, c'est là que peuvent apparaître des comportements à risque. Alors je vais évoquer le cas de Hassan Abbas Omar Saad. Il avait 29 ans, il était originaire de Khartoum. En mai 2022, il était bloqué à Calais depuis environ 2 mois. Il survivait comme il pouvait avec plusieurs centaines d'autres exilés dans un camp de fortune à proximité de la zone Transmark. Il était arrivé en Europe en 2015 et avait demandé l'asile successivement en Allemagne, France et en Suisse. 3 demandes et autant de refus. Par dépit, il avait rejoint le nord de la France. L'annonce en avril 2022 de la signature d'un accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni qui visait à renvoyer les demandeurs d'asile arrivés sur le territoire britannique vers ce pays avait chamboulé Hassan, selon une militante associative. Profondément inquiet et fatigué par des années d'errance en Europe, il s'est peu à peu isolé du reste du groupe. Le 11 mai 2022, Hassan a été découvert par ses compagnons, mort, pendu à la sangle d'un camion, dans une remorque de poids lourd abandonnée sur un parking de la zone Transmark. Là encore, une manière de montrer comment, à partir du moment où la perspective de rejoindre l'Angleterre a disparu, s'est évaporé, les conséquences que ça a pu avoir sur une personne. Je vais dire un mot sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, le Royaume-Uni peut constituer la fin du voyage, mais ce que j'ai mal intitulé, mais pas la fin des problèmes. Là, je vais m'appuyer sur le travail d'un centre social qui s'appelle le Darrow Youth Project, qui est un centre social qui accueille notamment des mineurs, et qui, entre 2016 et 2021, a recensé 11 cas de suicide de jeunes mineurs arrivés en Angleterre, au Royaume-Uni même, et qui étaient passés par Calais, et qui ont intenté à leur vie après leur arrivée au Royaume-Uni. Alors ce que note en fait le Darrow Youth Project, qui a tenté en fait de documenter ces cas, il constate à quel point les jeunes mineurs ont été impactés par le stress causé par la procédure de demande d'asile, par les situations de contestation de leur minorité, bien entendu par la réminiscence de stress post-traumatique et l'existence de potentielles addictions. Et ce sont des facteurs à chaque fois qui revenaient dans les différentes personnes qui ont été accompagnées par ce centre social. Je vais conclure juste par... j'ai couvert en fait une manifestation au début de l'année, en janvier, associatifs, partis politiques et syndicats ont décidé d'organiser une marche pour dénoncer en fait la situation à Calais et ces morts à la frontière. Voilà, et puisqu'en fait l'année 2024 a été la pire année, on a recensé 89 personnes décédées à la frontière l'année passée. Et donc, la société civile a jugé important d'organiser cette marche, au cours de laquelle il y a eu plusieurs prises de parole, notamment une personne soudanaise qui a pris la parole en disant, qui racontait un peu son quotidien et qui disait « Nous vivons dans la souffrance, dans le froid, dans les jungles ou les hangars. Tous les 24 ou 48 heures, la police vient nous arrêter. Beaucoup de personnes sont mortes à la frontière ces derniers mois. Un jour, tu vois ton ami, le lendemain, ce même est enterré. » Et au cours de cette manifestation, il y avait je voulais présenter une photo, mais c'est pas grave. Il y a un groupe de jeunes hommes syriens qui avaient réalisé des banderoles, et sur l'une d'entre elles, c'était marqué « Ce n'était pas l'arche de Noé, mais comme lui, il fuyait le déluge ». J'ai trouvé intéressant de finir par cette question-là, sur la question de l'arche de Noé, qui est quelque chose qui est un élément, une référence à la fois religieuse, mais également artistique, puisque ça a inspiré un certain nombre d'artistes, que Marc Chagall et d'autres. Et quand je suis allé voir cette personne et que je lui ai posé la question, mais pourquoi cette référence et il m'a juste dit, c'est l'histoire de ma vie, je fuis la guerre et la mort. Merci beaucoup Maëlle d'avoir retracé ton travail d'enquête
de recueil de témoignages à la frontière. Je pense que ça a permis vraiment de bien comprendre à quel point le contexte est mortifère. Je crois que le contexte de la frontière est mortifère. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphane. Alors voilà, la première table ronde est empreinte d'une certaine gravité. Hein, voilà, mais je pense que c'est important qu'on puisse aborder ces questions-là. Donc je vais passer la parole à Stéphane qui va parler de la manière dont on peut saisir les effets sur la santé mentale à partir d'un lieu d'enfermement, donc là encore à la frontière. Donc les effets des politiques sur la santé mentale des exilés. Merci beaucoup. Alors entre le titre et la présentation, il y a eu quelques petits ajustements. Vous allez voir, parce que justement c'est l'impossibilité qui a été pour moi de saisir ces effets depuis la frontière, depuis un espace d'enfermement dont je vais parler ce matin. Mais je voudrais d'abord remercier de cette invitation, parce que ça me donne l'occasion d'exposer publiquement un énorme embarras, qui était l'embarras que j'ai eu pendant toute ma recherche, justement, qui a commencé dans un local de rétention, de savoir que faire de ces questions de santé mentale, comment les traiter. La réponse que j'ai eue a été de peu les traiter, d'essayer de les éviter au maximum, parce que je ne savais pas quel mot poser sur ces objets. Donc merci beaucoup, particulièrement à Léo, de me mettre dans l'embarras devant des experts. Et quand je vous dis que c'est un embarras, c'est-à-dire que moi j'étais bénévole dans une association, je faisais des interventions en local de rétention et j'ai très régulièrement rencontré des personnes sur lesquelles moi je posais un diagnostic profane en disant il y a quelque chose qui se passe, ils ont perdu pied. Personnes qui ont au fur et à mesure disparu de ma recherche et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer, parce que j'aime beaucoup la définition que Michel Naples donne de l'anthropologie en disant c'est une science de la rencontre. Donc je vais vous donner quelques rencontres. Je me rappelle d'un monsieur un jour qui noircissait frénétiquement les marges d'un quotidien hippique en m'expliquant avec des calculs extrêmement savants, en m'expliquant qu'il avait découvert les 3 règles permettant de gagner de manière infaillible aux courses. Bon, moi je l'avais cru au départ. Et au bout de quelques heures passées dans le local de rétention, au moment de partir, il s'était approché. Bon, bien entendu, il ne pouvait pas révéler ses règles, hein, c'était la source de sa richesse. Et au moment de partir, il m'avait glissé à l'oreille un peu, je pense, en guise de remerciement du temps que j'avais passé à essayer de dénouer leur situation, de les faire sortir du local de rétention par le droit. Il m'avait glissé à l'oreille, en fait, les 3 règles, elles sont simples, c'est la chance, le hasard et la chance. Bon, en même temps, j'aurais dû être un peu attiré du fait que le quotidien sur lequel il faisait ses paris traînait dans le local depuis déjà plusieurs semaines. Je vais vous donner un autre exemple qui m'intéresse plus et qui m'a un peu plus occupé au cours de ma réflexion, qui est déjà un peu ancienne. C'est qui est l'exemple de M. Bakary Doucouré, une des rares personnes pour qui j'ai pu garder des traces très concrètes de ma rencontre, parce qu'il était seul le jour où je l'ai rencontré dans le local de rétention, et qu'après l'avoir rencontré, j'ai pris le temps de noter notre interaction. Je vais aller assez vite, mais ce que je voyais de Bakary Doucouré sur les papiers qu'il me présentait, c'est qu'il avait 51 ans, qu'il venait du Mali, et que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'il me disait, qu'il toussait énormément. J'avais eu recours à un interprète en bambara qui m'avait dit qu'il lui-même ne comprenait pas ce que disait Bakary, et Bakary Doucouré me disait que de toute façon, lui trouvait que l'interprète ne parlait pas bien bambara. Et quand je lui avais demandé s'il connaissait quelqu'un qui aurait pu faire la traduction, il m'a dit « j'ai pas d'amis, j'ai pas de papier ». Il mettait vraiment en avant le fait qu'il était malade, et il m'expliquait que s'il était en bonne santé, il était d'accord pour rentrer au Mali, même à pied s'il fallait. Et puis, au fur et à mesure de nos interactions, je comprenais de moins en moins ce qu'il me disait, il répondait de moins en moins à mes questions, parce que moi j'avais des questions très pratiques et très basiques. Hein. Avez-vous de la famille? Êtes-vous malade? Avez-vous des craintes en cas de retour? Enfin, tout le répertoire d'actions par le droit que je déployais dans cet espace-là. Et lui, il m'expliquait qu'il ne travaillait pas, qu'il n'avait pas volé Magassa, qu'il était toujours dans les tickets. Et il me demandait depuis quand je parlais africain. Et il répétait souvent si je suis une personne. Et il insistait sur le fait qu'il n'avait pas d'amis portugais. Donc moi je ne savais pas trop quoi faire. J'ai quand même fait un recours en expliquant au tribunal administratif qu'il souffrait d'une maladie pulmonaire sans avoir pu trouver l'hôpital où il était traité, sans pouvoir avoir de certificats médicaux approuvant cette maladie, donc avec peu d'espoir que ça fonctionne. Et au moment où j'allais le quitter, il m'a demandé de m'asseoir et il m'a raconté tout son parcours depuis le Mali, la Mauritanie, en m'expliquant qu'en Mauritanie il avait travaillé dans une plantation, qu'il avait été blessé ce jour-là, il s'est levé, il m'a montré son pénis, il m'a montré une petite coupure, il s'est rassis, il a continué à me raconter comment il a traversé en pirogue jusqu'à l'Espagne, qu'arrivé en Espagne il a suivi les Noirs et que en discutant au fur et à mesure avec des Maliens, il s'est retrouvé dans des foyers de la banlieue parisienne et qui vivait dans les cuisines collectives de ces foyers depuis maintenant 15 ans. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone qu'il a noté consciencieusement sur un carnet où il n'y avait que des numéros de téléphone les uns à côté des autres sans aucun nom, et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et donc voilà aussi pourquoi ces personnes ont disparu de ma recherche au fur et à mesure, parce que j'ai pas pu poursuivre la relation et les rencontrer en dehors de l'espace de rétention.
Alors bien sûr, à l'époque où je faisais ce terrain en rétention, je voyais bien que dans ces comportements que moi j'estimais fous, entre guillemets, ou en tout cas qui montraient que les personnes avaient perdu pied, il y avait un effet de la vie en situation irrégulière. Et d'ailleurs, j'étais régulièrement en contact avec le COMED au téléphone pour essayer d'évaluer si ça valait la peine ou non de tenter une demande de titre de séjour pour soins. Avec ce paradoxe que vous connaissez tous, puisque un certain nombre de symptômes sont liés à l'irrégularité, la régularisation ne ferait que mettre une parenthèse qui finirait sans doute par apaiser la personne qui, en allant mieux, perdrait son titre de séjour et retomberait dans l'irrégularité. Donc il y avait une discussion dans laquelle moi je ne participais pas de l'opportunité de demander des titres de séjour à ce moment-là. Donc vous voyez mon inconfort, parce que je ne savais pas trop comment traiter ces questions, et en même temps une évidence que ce que je voyais en rétention était le reflet de la vie en situation irrégulière que moi je cherchais justement à comprendre. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que, et je ne vais pas les citer, mais on pourra en parler par la suite, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré que la santé se détériorait en arrivant en France et en Europe plus généralement, et c'est ça qui m'intriguait et que je cherchais à saisir, c'est-à-dire que veut dire vivre en situation irrégulière. Quelle est la vie, quel est le quotidien d'une personne en situation irrégulière? Ce qu'il en ressort en fait de l'enquête que j'ai pu faire, c'est que la plupart de mes interlocuteurs avaient la conscience qu'il y avait très peu de chances qu'ils soient effectivement expulsés. Ils savaient qu'ils pourraient être arrêtés, placés en rétention, mais que le spectre de l'expulsion était réel, mais finalement qui n'était pas le danger principal, puisque si on regarde même très rapidement les chiffres entre le nombre de mesures d'éloignement qui sont prononcées tous les ans et le nombre d'expulsions réelles, on voit qu'il y a un écart. Je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais je crois que en 2023, il y a eu 137 000 ou 127 000 mesures d'éloignement qui ont été prononcées. Donc ça vous donne un peu une idée, 3 fois plus qu'en Allemagne d'ailleurs, au passage, ce qui montre aussi que la France a un rapport à cette question très, très singulier. Ce que je voyais en travaillant auprès des étrangers en situation irrégulière ou les sans-papiers, c'est qu'ils étaient vraiment soumis à une injonction contradictoire. C'est que non seulement ils devaient se conformer aux attentes pour justifier un jour de leur régularisation qu'ils savaient arriver un jour, mais la question était quand. Donc c'est-à-dire qu'il faut tenir, il faut endurer cette période d'incertitude. Donc on leur demande de se conformer à un certain nombre d'injonctions, de travailler, de ne pas faire de vagues, de bien s'intégrer. D'ailleurs maintenant on demande une certification linguistique pour être régularisé. Tout en se sachant traités comme des problèmes, comme des menaces. Ils entendent continuellement ce discours sur il faut régler ce problème. Ils sont très sensibles à ce discours. Et donc il y a vraiment une injonction contradictoire, c'est-à-dire se savoir traiter comme un problème tout en se voyant demander de se comporter comme un modèle et de faire preuve d'intégration. Et donc en cela, ils vivent avec une sorte de double figure de l'État, qui est à la fois un État protecteur, puisque c'est un jour auprès de lui qu'ils vont être régularisés, et un État menaçant, puisqu'ils savent très bien que c'est aussi le même État qui cherche à les renvoyer dans leur pays d'origine. Et cette figure de l'État double, elle existe même jusque dans les lieux de sa rencontre, puisque la plupart de mes interlocuteurs, je parle au masculin, parce que vu que j'ai commencé par un local de rétention, la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient des hommes. Je crois qu'en 2023, 95% des personnes qui ont été enfermées étaient des hommes. Donc à l'époque, c'était la même chose. Et en fait, il y a une question un peu continuelle que se posent les étrangers en situation irrégulière quand ils sont face à l'État. C'est à quelle phase vais-je avoir affaire? Est-ce que je vais avoir affaire à la phase protectrice? Est-ce que je vais être régularisé? Ou est-ce que je vais avoir affaire à la phase menaçante? Est-ce que je vais être arrêté, expulsé? Sachant que certaines convocations sont des pièges, qu'il y a des guet-apens qui sont faits en préfecture. Donc ça trouble et ça rend extrêmement complexe ce rapport à l'État. Et moi, ce qui m'a intéressé de voir, c'est comment, en fait, cette double phase de l'État, elle se diffuse, elle infuse le reste de leur relation sociale, le reste de leur rapport au monde, où finalement, il y a une question un peu continuelle que se posaient nombre de mes interlocuteurs, c'est à quel moment, à quel endroit va surgir le policier, qui me dénoncera s'il sait que je suis sans papier, à qui puis-je faire confiance, à quel type d'apparence puis-je faire confiance. Enfin, on peut finir par se méfier de tout. Je vous donne un exemple, peut-être pour illustrer ça. Il y a un de mes interlocuteurs il s'appelle toujours Ibrahim, qui me racontait qu'un jour, il avait emprunté le titre de séjour de son cousin pour aller ouvrir une ligne de téléphone. Parce que voilà, quand on est sans papier, il y a plein de choses. Il n'y a pas que l'arrestation policière, il y a plein de moments de la vie où on est confronté à l'imitation de son statut administratif. Et donc, il est allé ouvrir une ligne de téléphone et la personne de SFR ou je sais de quel opérateur avait un peu regardé avec insistance son titre de séjour, avait mis un peu de temps à répondre à sa question, puis avait disparu pour aller faire quelque chose ailleurs. Et là, Ibrahim était pris de panique.
panique en se disant mais en fait il a dû découvrir que le document que je lui présentais n'était pas le mien et il est en train de contacter la police. Et donc il était parti en courant, se réfugier dans un taxiphone juste en face du magasin. Il avait attendu là et quelques minutes après il m'a dit j'ai vu un policier rentrer. Et donc en sortant, quand il me racontait cette histoire, pour lui c'était une évidence qu'il y a eu un complot entre le vendeur de téléphone et la police pour l'arrêter. Et si moi j'essayais de lui dire mais peut-être que c'est juste une coïncidence, il me dit non, il n'y a pas de coïncidence, c'est certain. Ce que je vous raconte là, c'est que c'est aussi un des effets de cette vie en situation régulière, c'est la disparition du hasard. C'est que tout devient potentiellement signe d'un complot en préparation, les détails insignifiants peuvent devenir la preuve qu'il se passe quelque chose et qu'une arrestation est en train de se préparer. Il y a une définition de la routine de Harold Garfinkel que j'aime beaucoup qui dit que c'est ce qu'on voit sans le remarquer. On vit notre quotidien sous un forme routinier, c'est-à-dire qu'on vit les choses en les voyant sans les remarquer. C'est une chose que beaucoup de personnes en situation régulière n'ont pas le luxe d'expérimenter, puisque tout devient potentiellement un signe auquel il faut prêter attention. Quand je marchais dans la rue avec mes interlocuteurs, ils me disaient regarde la forme ils me faisaient attention aux formes des chaussures, parce qu'une chaussure noire montante, potentiellement c'est un policier qui se dissimule. Une oreillette peut-être celle d'un policier en civil. Et ça, d'ailleurs, cette image du policier en civil, moi, c'est une image qui m'a beaucoup intéressé, puisque certains de mes interlocuteurs me disaient qu'ils étaient capables, dans une foule, de reconnaître les policiers en civil qui se dissimulaient. Ça dit quelque chose, à mon avis, d'intéressant. La première, c'est qu'eux-mêmes, pour échapper à l'arrestation, aux dénonciations, jouent beaucoup des apparences, ne disent pas toujours la réalité, jouent sur les noms, et se disent qu'ils étaient sans doute... Ils savent qu'ils ne sont pas les seuls à ne pas dire qui ils sont réellement. Et donc, il y a cette connaissance et cette idée que derrière les façades, il y a souvent des intentions cachées qui ne sont pas celles exprimées publiquement. Il y a aussi un autre élément que j'ai trouvé très marquant, c'est que, et ça c'est Erving Goffman, un sociologue, qui l'a bien montré, c'est que le tracker et le traqué partagent les mêmes codes. Et quand on interroge un policier sur comment vous faites pour reconnaître un sans-papier, on a quasiment le même discours inversé de celui qu'on obtiendra d'un sans-papier si on lui demande comment vous faites pour reconnaître un policier en civil. Et à chaque fois, c'est quelques signes, quelques éléments d'un costume et une insistance sur le regard. Je me rappelle avoir discuté avec un policier qui me disait en fait le plus facile pour reconnaître, c'est les gens qui ont un regard fuyant. Et de l'autre côté, quand je posais la question auprès de mes interlocuteurs sans papier, ils me disaient en fait vraiment le signe qui ne trompe pas, c'est les regards scrutateurs. Quand on voit la manière qu'ils ont de nous regarder, que ce sont des policiers en civil. Alors la grande différence entre un policier et un sans-papier qui font les mêmes démarches d'enquête, c'est qu'un peut aller demander le titre de séjour pendant que l'autre va plutôt éviter d'aller demander la carte au policier. Et ça a un effet en fait qui moi m'a intéressé, c'est de dire que où s'arrête l'enquête, où s'arrête la traque des signes en fait, jusqu'où on peut mener cette enquête. Et en fait il y a une différence énorme entre celui qui va voir des policiers partout, qui dans tous ces petits signes infimes va se dire en fait derrière ça il y a un policier, et celui qui va être capable de discernement et de se dire non là sans doute que c'en est pas un, et donc je peux passer en toute sérénité. Et on voit aussi que derrière ce rapport à l'espace environnant, il y a un rapport à soi, un rapport à sa situation administrative et l'ampleur de l'assujettissement. C'est-à-dire jusqu'où, à quel moment on se vit en tant que sans-papier, on vit sous la menace de tous les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure, l'arrestation, la dénonciation. Et ça arrivait en fait enfin moi ce qui m'a intéressé à voir, c'est qu'il y a plein de manières de vivre en situation irrégulière et qu'il y a plein de façons de faire avec cette irrégularité. En plus que l'irrégularité est une épreuve qui dure longtemps. Et je me suis toujours demandé pourquoi certains arrivaient à endurer dans la longue durée cette situation d'incertitude, de ne pas savoir à qui faire confiance, et pourquoi d'autres basculent, dont les exemples que je vous donnais en début de présentation me semblent être des illustrations. Il me semble que ça tient à un certain nombre de capacités personnelles, c'est-à-dire la capacité à percevoir en amont, la capacité à anticiper un danger, la capacité à faire face au danger. Et là, moi, si vous avez l'occasion un jour de parcourir ce que j'ai pu écrire, il y a un monsieur qui s'appelle Massere Sissoko, que je ne peux pas ne pas le citer quand je fais une présentation, parce que c'est une personne qui a été très importante dans mon enquête, qui était vraiment un génie du face-à-face avec les policiers. Il était capable de se sortir en utilisant des ruses incroyables, d'interactions extrêmement mal engagées avec des policiers. Il y a aussi une question de cette capacité d'encaisser. Et ce que je trouvais assez étonnant, c'est qu'au lendemain d'une arrestation, parce que moi, tous les interlocuteurs, je les ai rencontrés en rétention, il y a certains qui s'écroulaient complètement, qui restaient enfermés chez eux, qui ne voulaient plus sortir, en se disant « mais j'ai été arrêté une fois, maintenant c'est sûr que je vais être arrêté, réarrêté encore ». Et donc, ils sombraient dans une forme de panique qui les enfermait dans leur espace domestique. Je me rappelle d'une personne qui me racontait ne plus sortir que la nuit. Et le seul jour où il s'est fait arrêter, c'est quand il allait déposer à la poste. À l'époque, on pouvait encore envoyer des dossiers par la
la poste à la préfecture quand il allait apporter à la poste une demande de régularisation. Mais certains, au contraire, de ces arrestations vont tirer des enseignements et vont aiguiser leur vigilance en se disant voilà, là j'ai commis une erreur, j'ai été arrêté pour telle et telle raison, maintenant je ne le recommettrai pas cette erreur et donc je me sens de plus en plus en sécurité dans l'espace public. Et c'est très difficile de savoir qui explique que les uns vont sombrer dans la panique alors que d'autres vont aiguiser leur vigilance. C'est là l'embarras dont je vous parlais au départ, c'est que pour moi c'est un peu à ce moment-là que j'ai l'impression que mes outils d'anthropologue devenaient plus très efficaces pour expliquer, parce qu'on arrive dans des histoires très personnelles. J'ai essayé à un moment de me dire est-ce que c'est dans les parcours préalables, est-ce que c'est dans une socialisation qu'ils ont pu avoir avant d'arriver en France qu'on peut trouver des explications. Aucune des hypothèses que j'ai pu essayer d'élaborer autour de ça n'a fonctionné. Il me semble que ça vient vraiment aussi des ressources personnelles. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a aussi l'encadrement, c'est-à-dire le type de support sur lequel on peut s'appuyer, le type d'appui, l'appui certain sur lequel on sait pouvoir compter. En fait, de l'ampleur de l'espace qui est soumis au doute et à l'investigation qu'on va devoir mener dépend aussi cette capacité à se stabiliser. Je pense à des personnes qui arrivent en France et qui ont un entourage familial solide, qui ont des relais, qui ont des cousins qui les ont précédés, qui leur donnent des conseils, peuvent sans doute bénéficier d'un entourage qui les sécurise beaucoup plus que ceux qui sont dans une précarité absolue, dans une vulnérabilité où en fait ils doivent encaisser seuls tous les coups de l'irrégularité. Alors, de tout cela, en fait, il en résulte une vie qui est menée la plupart du temps quand même sur le qui-vive, où il faut faire attention à tout, être sans cesse attentif à ce qui se passe, être sur ses gardes, et ce qui se traduit par un épuisement à la fois physique et mental. Il y a beaucoup je vais pas en parler là, mais il y a tout un discours aussi sur le corps qui encaisse, le corps qui vieillit plus vite, le corps malade. Il y a vraiment un usage de la métaphore de la maladie aussi, l'irrégularité comme une maladie métaphorique. Un épuisement qui se traduit aussi chez beaucoup de mes interlocuteurs par le fait de se dire qu'ils ont peur de devenir fous. Que si moi j'avais l'impression de voir des fous, je mets des guillemets à chaque fois, hein, beaucoup de mes interlocuteurs disaient moi j'ai peur de sombrer dans la folie à force de cette vie. De cette vie en situation régulière. Il y a un sentiment qui était très souvent partagé par mes interlocuteurs qui était celui de dire qu'ils avaient l'impression de vivre une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue, de vivre une vie amoindrie, d'une vie sans potentialité, sans possibilité de se déplacer, sans possibilité de vivre en son propre nom. Et ça affecte jusqu'au désir de vivre. Et beaucoup de mes interlocuteurs m'ont parlé un jour du suicide comme la sortie potentielle de cette impasse dans laquelle dont ils ne voyaient pas d'issue. Parce que la particularité, c'est qu'ils savent que la régularisation viendra un jour, mais ils ne savent jamais quand. Et en fait, c'est toujours remis à un lendemain. L'administration vous convoque, vous reconvoque, vous donne un an, vous dit revenez l'année prochaine. Et à chaque fois, il y a une incertitude sur le sort, sur son sort. Je me rappelle d'un jour, Masséret Sissoko, dont je vous parlais tout à l'heure, qui après un énième rendez-vous avec une association pour essayer de voir comment on pourrait faire avancer sa situation administrative, m'avait dit cette phrase. Il dit des fois, quand je suis au foyer, au 6e étage, que je regarde par la fenêtre, je me dis pourquoi tu sautes pas pour en finir avec tout ça, pour finir avec cette histoire. Bon, depuis, Masséret était régularisé, il est retourné au pays, il s'est marié, il a plein d'enfants. Donc voilà, mais pour vous dire jusqu'où ça peut aller cette vie en situation régulière. Donc j'ai fait un long détour et j'aimerais revenir à Bakary Doucouré dont je vous parlais au départ. Bakary Doucouré que je n'arrivais pas à entendre, que je n'arrivais pas à écouter. Que dire de plus qu'il avait l'air d'avoir perdu pied. Je ne voyais pas dire ce que je pouvais dire de plus. Et en même temps, rétrospectivement, après ce long détour à l'extérieur de la rétention, en ayant essayé d'approcher au plus proche ce que voulait dire la vie en situation irrégulière pour ces personnes, je me suis rendu compte que les paroles qui n'étaient pas les paroles que j'attendais, enfin les propos qui n'étaient pas les réponses aux questions que moi je lui posais dans le cadre de ma défense par le droit, parlait avec une très grande éloquence de sa vie, de sa solitude, de son isolement, le fait de ne pas avoir d'amis, de son absence d'opportunité. Alors après, moi, c'est des hypothèses que je me suis faites pour moi-même, mais le fait qu'il insistait sur le fait qu'il n'avait pas d'amis portugais, moi, je l'avais interprété comme le fait de ne pas avoir de relations avec des patrons du bâtiment qui sont très souvent dans ce cadre-là, dans les petits patrons portugais qui emploient des Maliens dans leurs travaux non déclarés et qui voyaient autour de lui que c'était une possibilité de trouver du travail quand on est sans papier, mais lui, il n'avait pas ce contact-là, il n'avait pas cette entrée-là. Bon, c'est une hypothèse que je produis, mais en tout cas, ça rend réaudible en fait ces réponses. Mais en fait, plus particulièrement, il s'accrochait à sa maladie qu'il mettait vraiment en avant parce qu'il savait certainement que c'était son seul espoir de régularisation dans sa situation. Donc, et il savait bien que c'était peut-être par la maladie qu'il aurait une régularisation en France. Et s'il s'est mis nu devant moi,
c'est aussi sans doute parce qu'il avait appris à force de fréquenter ces espaces d'enfermement et l'administration française que sa voix ne portait pas, que sa voix n'était pas écoutée, et que pour tout ce qu'il dirait, il fallait qu'il le prouve et que son corps était le dernier espace pour prouver tout ce qu'il avait à déclarer. Et donc derrière ce que moi j'interprétais au départ naïvement comme une folie, finalement, Bakary Doucouré me parlait de manière très éloquente de son monde social et la folie que je mettais, que j'avais appuyé, enfin que j'avais déclaré à son sujet, en fait, était plutôt le reflet tragique de son ordinaire de sans-papier. Merci beaucoup Stéphane d'avoir témoigné de ton embarras et à partir duquel quand même on a bien entendu quelque chose de l'expérience subjective des personnes menacées, vivant sous la menace en tant que sans-papiers. Et donc, merci beaucoup. Alors voilà, on va maintenant passer la parole à Héloïse. On va s'approcher encore un peu plus peut-être de ces expériences à partir de ce que toi tu entends en tant que psychologue à l'hôpital Avicenne. Bonjour, merci beaucoup. Alors en effet, moi ça va être une présentation vraiment très clinique. Je vais partir uniquement de vignettes de patients que je suis, parce que je travaille à l'hôpital Avicenne depuis de nombreuses années. Et je pense qu'on en a tous entendu, des récits de voyage, des parcours, des histoires terribles. Et j'avais envie de partager comme ça plusieurs moments de patients qui ont pu faire part de passages dans leur parcours migratoire également. Cette question des frontières à passer, à réussir à traverser, à réussir à continuer leur chemin, tout en laissant derrière eux énormément de choses, avec en effet beaucoup de suicides autour d'eux, des choses dont on parle assez peu, mais de mise en danger, bien entendu, mais également de passage à l'acte clair. Voilà, et donc autant de traumas vécus. Je pense à Monsieur V, qui venait me voir, qui est un monsieur ivoirien, qui avait dû fuir son pays pour des raisons d'orientation sexuelle, où sa relation extra-conjugale avait été découverte, il avait donc dû fuir, son petit ami avait été tué, et il avait dit donc laisser femmes et enfants au pays. Et pendant de nombreux mois, alors moi naïvement, je me disais la question du trauma, c'est vraiment la question du départ du pays, ces choses comme ça. Et finalement, ce qui a été le plus long, on va dire, à travailler dans la consultation, ça a été cette question du passage de la frontière du Maroc pour après réussir à partir avec ces semaines et ces mois. Ces nombreux mois qu'il a passé dans la forêt à devoir se cacher, à devoir rebouger en permanence, etc. Et ce danger permanent. Et toujours cette idée d'une ambivalence de est-ce que je ne devrais pas faire demi-tour? Et en même temps, je suis déjà allée loin. Et pourquoi ne pas continuer encore ce voyage? Et voilà, vraiment cette idée de comment faire finalement avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai laissé et tout ce que je suis censée pouvoir trouver. Alors, bien entendu, il a un peu déchanté en arrivant en France. L'arrivée n'a pas été aussi positive que prévu. Mais c'est un monsieur qui, au final, a réussi à faire venir femme et enfants et a pu reconstruire sa vie ici, etc. Mais c'est vrai que ça a été tout un travail comme ça, vraiment, sur ces endroits de passage, finalement, qui étaient extrêmement douloureux et qui ont donné beaucoup de travail en psychothérapie. C'est un monsieur qui maîtrisait bien le français, ça c'est important de le noter aussi, et que je voyais sans interprète, contrairement à d'autres avec lesquels il y a vraiment aussi ce travail aussi de lien et de passage avec la langue aussi qui est extrêmement importante. Une autre situation qui était aussi au niveau du voyage, une jeune femme de 25 ans qui a dû laisser au Maroc sa famille et qui me disait, voilà, depuis toujours, je suis malade, j'ai un diabète très important, je n'étais pas traitée dans mon pays, je viens ici pour me faire traiter, pour éviter les violences familiales et conjugales que j'ai subies. Et à mon arrivée ici, on ne me reconnaît pas, on ne me traite pas finalement. On ne me donne pas accès à l'AME, on ne me donne pas accès à quoi que ce soit. Elle était dans un refus, elle, pour le coup, de demander l'asile, ce que je trouvais plutôt adapté également, mais avec comme ça cette sensation d'être errante et de ne pas pouvoir se poser, comme elle l'avait pu l'être dans l'eau, où elle me transmettait les poissons qui lui picoraient les bras, les jambes, avec des cauchemars comme ça récurrents de ce voyage migratoire et de ce séjour dans la Méditerranée qui avait été extrêmement difficile et qui avait un équivalent finalement de mort, avec une absence de statut qui venait renforcer cette sensation d'être morte finalement sur ce trajet et l'impossibilité de s'ancrer ici.
Je pense également à Monsieur A, qui, tu l'évoquais tout à l'heure, Maëlle, la question des Balkans aussi et des violences policières, où c'était un monsieur qui venait d'Afghanistan, qui avait grandi dans la guerre, qui avait grandi dans tout ça, où en effet, pareil, naïvement, je me disais, bon, il va y avoir tout un travail autour de ces questions-là, et finalement, c'était pas tant la question du pourquoi j'ai dû partir, mais plutôt de pourquoi je retrouve ça, finalement, autant de violence et autant de non-considération dans ce voyage, dans ces menaces par les chiens, dans ces sensations d'être un moins que rien, qu'on me fasse ressentir ça. Et dans cette question comme ça de la frontière entre je suis encore quelqu'un, je veux être quelqu'un, mais on ne me laisse pas être. Et donc voilà, des mois comme ça qu'il a dû passer sur la route pour arriver à venir, un trajet très long. Il était parti mineur, il est arrivé ici à 24 ans, voilà, avec un trajet comme ça d'errance très importante et de maltraitance répétée. Un autre patient que j'ai reçu il y a peu de temps, pour le coup, qui a vraiment voilà, une autre histoire, c'est un monsieur du Sri Lanka que je joue avec interprète. Ce monsieur, c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas prévu d'en parler et je me disais que c'est important de pouvoir en parler parce qu'on est vraiment sur cette question du trouble psy, finalement. D'un monsieur qui est arrivé, moi, dans mon bureau, extrêmement symptomatique, extrêmement mal. Un monsieur très dissocié, qui avait des images en permanence de ce qu'il avait vécu, des incarcérations, des tortures, avec beaucoup de traces également sur le corps. Avec cette sensation de ne pas être arrivé, finalement, en France, de ne pas avoir voulu partir non plus, que la famille l'a envoyé. Et cette sensation comme ça d'errance, vraiment, et d'être toujours en hauteur, finalement, par rapport à tout ce qui se passait, avec le fait qu'on lui disait d'être là et de devoir faire les choses, qu'il obéissait, qu'il avait fait son récit, qu'il était passé à l'OFPRA, enfin voilà, il a fait les choses, et là, maintenant qu'on le reçoit, qu'il va un peu mieux, où en effet, il reprend possession, finalement, de ses ressentis, de son corps, de son être, finalement, une reprise vraiment du contrôle. Il est dans cette hésitation de « mais moi, j'attends même plus la réponse de l'OFPRA. J'en attends plus rien finalement. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. » Et donc, dans quelque chose comme ça, où, alors, mon premier réflexe en tant que psy, je me dis, voilà, qu'est-ce qui va se remettre en danger ou qu'est-ce qui vient se jouer là-dessus? Mais finalement, je pense que pour lui, on n'est pas du tout dans ces questions-là. On est vraiment sur j'ai repris le contrôle, je vais mieux. Et là, ma décision, elle n'est pas d'être ici. Elle n'est pas de construire ma vie ici. Ma vie, elle n'est pas ici. Alors, bien sûr qu'il y a cette question de, si je remets les pieds au pays, je suis en danger. Donc ça, c'est ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Mais moi, ce monsieur, je ne suis pas sûre du tout qu'il restera, même s'il a un statut, finalement. Parce qu'on est vraiment sur cette question de la réanimation, finalement, psychique d'un monsieur qui a été complètement détruit. Vraiment, c'est le côté de la déshumanisation de la torture, déshumanisation totale de son appartenance, de toute l'appartenance aussi de sa famille, où il a eu de nombreux frères. Alors pour ceux qui connaissent le conflit qu'il peut y avoir au Sri Lanka, enfin voilà, des frères tigres qui sont morts au combat, qui sont morts en tant que martyrs, avec lui qui portait justement ce combat, mais plutôt dans la non-violence, et qui finalement est celui qui reste et celui qui a porté, qui a subi toutes ces traces aussi et toutes ces traces physiques de tout ce mal-être. Et je trouvais intéressant de partager cette situation parce qu'en effet, je suis encore en plein dedans et ça me questionne beaucoup sur cette question justement de comment réussir à l'inscrire ici finalement. Et est-ce que c'est vraiment mon rôle de l'inscrire ici? Je ne suis pas sûre, mais de pouvoir lui donner finalement les clés ou en tout cas la résonance en consultation pour qu'il puisse lui-même faire ses choix et lui-même se repositionner comme sujet, pensant et pouvant décider de ce qui est bien pour lui ou pas. Alors, une autre situation, Monsieur B, que je connais depuis 2009, qui est en France depuis 2009, donc ça fait quelques années tout de même, et qui là actuellement est en train de perdre tous ses boulots, puisque son renouvellement de titre de séjour n'a pas eu lieu, ce qui est la même à peu près tous les 2 ans, hein, on a l'habitude maintenant, mais bon, c'est assez récurrent, assez épuisant. C'est un monsieur guinéen, qui a eu un refus de demande d'asile. Dès son arrivée, il n'a pas essayé de retenter sa chance par rapport à la demande d'asile, mais on avait réussi à obtenir des autorisations de provisoire de séjour pour soins pendant quasi une dizaine d'années pour ce monsieur, dans un contexte, alors en effet, psychique, c'est sûr, la dépression, le trouble de stress post-traumatique, enfin voilà, on avait fait des certificats en l'état, avec
malheureusement un monsieur qui avait aussi plein de manifestations somatiques où on disait mais non, mais c'est parce qu'il a vécu beaucoup de torture, parce qu'il a tout ça. Mais bon, il avait quand même une grosse pathologie somatique puisqu'on a quand même découvert un lymphome, qu'il a donc été suivi, qu'il a été, etc. Et que c'est finalement grâce à ces pathologies-là, et cette pathologie notamment somatique, qu'on a réussi à obtenir un droit de séjour pour soins pendant plusieurs années, et qu'il a actuellement, à chaque fois qu'on essaie de faire un changement de statut, ça lui est refusé. Parce qu'il ne travaille pas assez, parce que, sauf qu'il a quand même une grosse pathologie, qu'il bosse déjà énormément, avec plusieurs boulots. Et donc, il est dans cette situation où il ne peut pas du tout s'installer, finalement. Et en même temps, il a un appart. Il travaille, il fait des ménages toute la journée, sur 3 endroits différents. Il prend le bus de nuit à 4 heures du matin. Enfin, voilà. Et c'est un monsieur que je suis, qui est revenu me voir là récemment, parce qu'en effet, il est dans cette situation comme ça d'impasse administrative et d'impasse pour pouvoir se construire, finalement. Il avait pris la décision de, moi, la famille, j'ai fait un trait dessus, je sais que je n'arriverai pas à la faire venir, mais je veux pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, c'est toute cette question du passage comme ça, d'un pays à l'autre non-stop, avec ce changement de statut qui n'est pas accepté et qui fait qu'il n'arrive pas finalement à s'installer réellement. Avec cette question de... Ils se sont un peu imposteurs aussi ici, en me disant, mais moi, je paye des impôts, je suis là, je bouge pas, et on me dit que j'ai pas le droit d'être là. Avec cette incompréhension comme ça récurrente qui vient vraiment marquer une situation vraiment d'incompréhension et de comment être et comment pouvoir se sentir bien finalement dans cet ici et maintenant avec tout ce qu'il a vécu, où il me dit bien la question des violences, c'est plus quelque chose qui est présent pour moi, même si je reçois toujours toutes les Guinée News en permanence et par mail et par message pour qu'on se tienne au courant de ce qui se passe au pays. Mais il est vraiment dans quelque chose qui a vraiment cheminé, mais dans cette impossibilité à se fixer finalement, et dans cet entre-deux qui est sans cesse présent et qui empêche vraiment d'un mieux-être. En effet, cette question du travail psychique et de la mise en mots, ça va être vraiment tout le travail du psy, bien entendu, mais aussi cette question de la violence que les personnes subissent ici. Et c'est aussi ça que je voulais transmettre aujourd'hui, de qu'est-ce qui fait reculer finalement nos frontières. C'est que moi j'ai des patients, énormément de patients qui en effet arrivent, pensent que arrivés ici, ils vont enfin souffler, ils vont être protégés, ils vont pouvoir se reconstruire après des années de combat au pays où ils n'ont pas pu être entendus, et arrivés ici, ils sont de nouveau la cible finalement de tout le monde. Là je pense à Madame M, qui n'avait jamais parlé, que je suis depuis plusieurs années maintenant, qui n'avait jamais parlé de ces violences-là, mais qui, à son arrivée en France de RDC, 2 jours après son arrivée, a été violée, a été emmenée dans une maison et a été violée. Elle dit bien, moi, je sais, on me dit maintenant, aujourd'hui, quand je le dis, on me dit, mais viens, on va aller porter plainte, etc. Mais moi, je ne sais même pas où j'étais. Et la question de où j'étais, c'était normalement dans un endroit sécure. Eh bien non, en fait, les choses se répètent. Et en permanence, les choses se répètent. Et je ne peux pas me construire ici. Je suis là avec mes 2 enfants. On met en doute le fait que je m'occupe bien de mes enfants. Comment voulez-vous que je puisse m'installer vraiment ici et que je puisse me dire je suis légitime à être ici? Et ça, c'est aussi quelque chose qui ressort énormément chez mes patients, de à quel point j'ai ce droit de pouvoir me construire ici, de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler, de pouvoir construire ma vie, élever mes enfants ici en sécurité, et comment je peux concilier ça justement avec mon pays, mon appartenance, mes traditions aussi que je veux transmettre. Et en même temps, ici, on me dit, mais non, parle pas ta langue, il faut qu'ils parlent mieux français, donc j'arrête de leur parler ma langue, et en même temps, je sens bien que je ne transmets plus suffisamment de choses. Voilà, et c'est vraiment cet entre-deux et cette non-passation, finalement, des frontières où ils restent sur ce fil-là. Et cette incapacité et cette impossibilité, finalement, qui est reproduite sans cesse au niveau administratif. Parce qu'en effet, aussi, cette femme-là, bien sûr, est sans papier actuellement, malgré 2 enfants nés ici, avec l'aîné qui a 4 ans, les papas qui sont français, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont difficiles. Elle a également, dans ce joli parcours d'arrivée en France, suivi des bons conseils d'une amie qui lui a dit surtout ne raconte pas ton histoire, mais raconte celle-là, et donc forcément elle s'est complètement plantée à sa demande d'asile. Voilà, et elle n'a pas réussi de l'ouvrir. Voilà, mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que cette femme aussi là qui, après 3 ans de suivi, dévoile finalement les violences qu'elle a pu subir ici. Je trouve que ça montre bien aussi à quel point la question de l'alliance thérapeutique, la question du lien, mais aussi parfois beaucoup de temps. Parfois, c'est très rapide. Et parfois, il faut énormément de temps pour qu'on puisse partager justement ces choses-là, qu'on puisse aussi reconnaître pour elle, oui, j'ai vraiment vécu ça. C'est vraiment arrivé ici.
et pas dans ce voyage, et pas dans mon pays, finalement. Et c'est ici que j'ai été aussi mise en danger, finalement, et non reconnue dans ma souffrance. Je pense également à une autre patiente qui est trans, qui a fui le Pakistan, et qui était arrivée depuis quelques semaines, et qui a été qui a été violée également ici, mis en pâture par ses amis trans, et que je suis là moi depuis ces violences-là, finalement, parce qu'elle m'a été orientée par la psychologue de la police. Donc pour une fois, les choses ont un peu bien fonctionné, ce qui est rare, mais en tout cas là ça a pu se faire. Et c'est une jeune femme où on est vraiment sur cette question du deuil, finalement, de son histoire au pays, et de « ok, je suis partie pour arrêter, pour pouvoir choisir ma vie, finalement, pouvoir choisir mon choix de vie, ne plus être prostituée, ne plus être obligée d'avoir cette image-là et cette étiquette-là, et pouvoir ici construire les choses. » Et on me ramène sans cesse à ça. Parce qu'en effet, dans le cadre de ce viol et de l'enquête policière, elle a été sans cesse reconfrontée à « mais vous n'étiez pas en train de vous prostituer quand même à ce moment-là? Est-ce que vous n'étiez pas encore en activité? Est-ce que... » Voilà, avec toujours ces suspicions-là qui se sont répétées non-stop, où elle me dit « moi, je ne veux plus aller en fait aux dépositions, je ne veux plus suivre les procédures, je ne veux plus tout ça. Là, je veux juste avancer et je veux qu'on puisse me laisser me construire, me reconnaître en tant que personne, en tant qu'individu, et pouvoir surtout trouver un métier autre, m'autoriser à ça. » Et là, on voit bien aussi toute cette question de la maltraitance administrative, du devoir prendre un rendez-vous en préfecture une fois qu'on a obtenu les papiers, chose qui est quasi impossible, que toutes les choses sont ralenties. Et tout ça, c'est vraiment des choses, en tout cas pour cette jeune femme-là et pour beaucoup d'autres, viennent répéter comme ça cette question de cet entre-deux et de cette, finalement, de cette non-reconnaissance de tout le parcours fait déjà par ces patients, de tout ce qu'ils ont pu endurer, que ce soit au pays ou dans le voyage, et de comment construire les choses ici et pouvoir s'autoriser finalement à penser les choses autrement, et que même nous, en tant que cliniciens, d'arriver aussi à se décaler de ça. Et ce qui n'est pas toujours facile, qu'on est souvent aux prises aussi avec les questions administratives, d'arriver à travailler ces choses-là et d'arriver à en sortir finalement. Et en même temps, ce n'est pas forcément l'objectif pour nos patients, qu'on ait aussi un lieu autre, un lieu comme ça sécure, où on peut élaborer les choses, où on peut s'autoriser aussi les choses. Et ça, c'était vraiment ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Héloïse d'avoir partagé ton expérience clinique avec sa complexité et toute la question de la suspension dans laquelle sont les personnes qui restent comme ça coincées à la frontière, même si tu les reçois à l'hôpital Avicenne, d'une certaine manière, cette impossibilité dans laquelle on les met de s'inscrire, à quel point ça a des effets psychiques. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions de la salle. S'il n'y a pas d'autres personnes, je veux bien poser notre question. Donc, Rimo de la Gesti TV, la question par rapport à vous trois en tant qu'intervenants, c'était de savoir en fait quel type, quel conseil vous donneriez, quelle posture on pourrait adopter par rapport à la violence psychologique médiatique pour toutes ces personnes que vous avez rencontrées, où leur histoire, ces faits, ces réalités que vous avez très bien racontées, sont complètement niés. Et comment est-ce qu'on peut gérer cette violence psychologique médiatique, d'après vous? Donc, peut-être pour vous faire préciser votre question, oui. Votre question, c'est que vous trouvez que dans le paysage médiatique, ce dont on parle là aujourd'hui, c'est très peu mis en avant, et que pour les personnes, que ce soit jamais en fait reconnu aussi dans le paysage médiatique, ça peut être violent. C'est ça. Voilà, si nos intervenants. Je n'ai pas de grande réponse à ça. En effet, je trouve que déjà à notre petit niveau, de pouvoir en dire quelque chose aux patients, de montrer aussi notre désarroi par rapport à ce qu'on peut observer par rapport à ces choses-là, je trouve que c'est déjà pouvoir appuyer ça. Après, en effet, pour le reste, c'est compliqué. Je viens de dire un mot, mais ça ne va pas être très optimiste, mais c'est bon, le ton de la matinée, le son. De ce que j'ai pu voir, moi, les personnes avec qui auprès de qui je faisais mon enquête, ils étaient très attentifs à ce qui se disait dans les médias sur les sans-papiers, surtout pour essayer de savoir à quel moment il y aurait des nouvelles règles, de nouvelles lois, en espérant pouvoir voir des
des opportunités de régularisation nouvelles. Ils se tiennent quand même très informés du droit. Alors sans doute que ça a un effet, alors je n'ai pas du tout exploré ça, sans doute que ça a un effet quand même, cette répétition, cette ritournelle autour d'eux. Mais ce qui les faisait le plus souffrir, c'était plutôt la dépréciation dont ils souffraient dans leur entourage le plus immédiat, en fait. J'ai pas l'impression que c'était tant les médias que plutôt les impossibilités de prendre la parole en public parce qu'on les ramenait au fait qu'ils étaient sans papier, le fait qu'on leur interdisait de se marier dans leur cadre familial parce qu'ils étaient sans papier. J'ai l'impression que la souffrance qu'ils éprouvaient, en tout cas pour la plupart des interlocuteurs qui venaient d'Afrique de l'Ouest, elle venait plutôt de là, en fait, plutôt que de la chape médiatique. Mais bon, c'est une hypothèse. En tout cas, la question mérite d'être posée. Juste une question à Maël. Dans les cas de violences policières, d'exactions, etc., est-ce qu'il y a eu des actions en justice? Quand on me pique mon sac à dos, c'est du vol. Et je peux porter plainte. Est-ce qu'il y a eu, dans tous les cas que vous avez eu à connaître, et par les associations qui s'occupent des migrants à Calais, est-ce qu'il y a eu des actions en justice mettant en cause nommément, personnellement, un certain nombre de commandants de police ou de sous-préfets ou de ce que, voilà. Est-ce qu'il y a eu des actions devant le tribunal? Alors, la liste est longue des violences et impliquant la police dans la région de Calais, donc c'est compliqué d'avoir une parole très précise. Bon, il y a différents... avant d'arriver déjà à l'étape action en justice, il y a la crainte des personnes exilées, déjà, de témoigner, ne serait-ce qu'auprès des associatifs ou auprès et encore plus auprès de la police, d'intenter en fait une action en faisant un dépôt de plainte. Il y a vraiment le fait d'avoir intégré que c'est comme ça que se comporte la police, de toute façon, quoi. Et qu'il y a cette peur, il y a cette intégration là d'un comportement violent et raciste. Voilà, et il y a aussi il y a une chose qui est palpable, c'est de dire j'endosse les coups. Et de toute façon, mon objectif, c'est l'Angleterre. Et puis, une fois que je serai là-bas, on passera à autre chose, quoi. Mais il y a quand même des cas de personnes. Je pense à un cas d'une personne qui a été visée par un tir de flashball. Alors, il faudrait vraiment rentrer dans le détail. Et là, j'ai pas toute la mémoire. Notamment, c'est l'ONG Human Rights Observers qui avait suivi ce cas. Et donc, il y avait eu un dépôt de plainte. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que les délais aussi de la procédure judiciaire sont tels que entre le moment de la violence, la décision de oui ou non d'intenter une action en justice et l'éventuelle mise en accusation, voire procès, il se passe des semaines, des mois, voire des années. Et en l'occurrence, il me semble que le requérant là est déjà rendu au Royaume-Uni. Et donc, en tout cas, il y a quand même un certain nombre de critères qui fait que la demande de justice est compliquée. Pour revenir à la question juste précédente, moi j'ai un peu cet élément, un peu comme Stéphane, à savoir que c'est une idée préconçue de croire que les personnes ne suivent pas l'actualité, y compris l'actualité dans le pays dans lequel ils ou elles sont. Moi j'ai vraiment ce retour-là de personnes qui se documentent en fait. J'ai le cas en tête notamment d'une personne syrienne d'une 20aine d'années qui épluchait en fait la presse, et au niveau européen, quoi, qui me disait qui était attentif aux différentes annonces. Notamment récemment, en fait, le gouvernement néerlandais avait annoncé un nouveau projet de loi encore plus restrictif, etc. Et il m'avait partagé un article de presse des Pays-Bas en me disant est-ce que tu crois que ça va se faire aussi en Angleterre? Est-ce que tu crois que ça va se faire en France? Et donc je trouvais ça
très intéressant dans le fait que le discours qu'on peut avoir politique, c'est de dire en fait les personnes sont à Calais ou à d'autres frontières parce qu'en fait il y a des réseaux de passeurs et que si on supprime les réseaux de passeurs, il y aura plus de personnes en exil. Et là j'avais un exemple fort d'une personne qui avait dû bouger, qui était en train de circuler et qui cherchait où poser ses valises, quoi, et qui n'était pas comme on décrit en fait dans le discours à la fois politique et médiatique sous la coupe d'un réseau de passeurs mafieux, violents, etc. Mais là, qui était en train de finalement de faire son itinéraire en fonction des politiques migratoires qui étaient édictées nationalement et de manière européenne. Une dernière question. Bonjour, Estelle Joanne, psychologue à l'association Ethnotopie à Bordeaux. Je vous remercie pour vos interventions. Je voulais particulièrement m'adresser à Maëlle sur le travail hyper important de recensement des disparus et des morts. Et ça me faisait penser au film documentaire Bidasoa 2018-2023, donc est à l'initiative d'un chanteur punk et qui reprend la tragédie migratoire en Pays Basque de manière absolument magnifique, notamment au niveau graphique, pour répertorier ces gens disparus, les faire exister et qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Donc je vous remercie pour ce travail qui est assez important. Merci beaucoup. On a réussi à tenir l'horaire, donc je suis assez contente. Il y a des questions en chat, si vous voulez que je les pose vite fait. Allez-y, oui, on peut en prendre une ou deux peut-être. Oui, il y a deux petites questions. Okay. Donc, il y a Lorraine Delage qui demande donc les interventions ont porté sur les situations d'hommes. En effet, les femmes sont invisibilisées. Avez-vous également des retours en termes de sensibilisation autour de la santé mentale sur les femmes et des difficultés accrues qu'elles rencontrent à tous les stades du parcours migratoire? Donc ça, c'est une première question. Et une deuxième question qui demande, donc je suis, Sileim Caudry qui demande je suis médiatrice en santé au centre en permanence d'accès aux soins au CMS de la Courneuve. Où et comment orienter les patients allophones et sans couverture sociale victimes des violences et des traumas? Il y a quand même des personnes dans la chat là qui répondent à ces questions, mais voilà, je vous laisse quand même répondre aux autres. Alors pour répondre, en effet, moi c'est vrai j'ai surtout présenté des situations d'hommes, mais en effet j'ai énormément de femmes dans ma patientèle pour le coup, et je pense qu'on avait recalculé là pour tous les rapports d'activité et autres, on a vraiment moitié-moitié hommes-femmes. Pour le coup, l'accès aux soins, et en tout cas au niveau du service de l'hôpital Avicenne, est assez fluide par rapport à ça. Là, il y a le parcours aussi qui interviendra cet après-midi, qui aussi à l'hôpital Avicenne qui prend en charge beaucoup de femmes. Nous, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait un problème d'accès par rapport à cette question-là, à ce niveau-là. Par rapport au deuxième point, qui là d'un seul coup m'échappe. C'était sur l'orientation. Oui, mais je sais pourquoi ça m'échappait. Parce qu'en fait, c'est chez moi qu'il faut orienter. C'est au Centre régional psychotrauma Paris-Nord, puisque la Courneuve, ça dépend de nous, parce qu'on recouvre tout le nord de l'Île-de-France. Alors après, c'est un très beau terme pour dire qu'on est quand même 2 psycho-temps plein, enfin en tout 3,5 équivalents temps plein psycho-adultes, donc ce qui est quand même rien du tout pour l'ensemble du nord de l'Île-de-France, pour tout type de trauma, de tous âges, etc. Donc ça va du patient en effet migrant primo-arrivant qu'on privilégie en effet parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à les mettre ailleurs et qui se travaille aussi avec interprètes et donc on va les prendre, mais aussi tout le reste. Donc voilà, mais en tout cas c'est chez nous et donc c'est par mail ou par téléphone et ça je pourrais le retransmettre après directement. Dire un mot, effectivement, le fait d'avoir commencé mon enquête dans un local de rétention a fait que j'ai rencontré principalement des hommes, mais les quelques femmes que j'ai pu suivre un peu avaient les mêmes types de, il y avait les mêmes types de comportements. Je me rappelle d'une dame qui s'appelle tous les noms que je vous donne sont des pseudonymes. Muriel Azégué. Et elle m'avait invité chez elle pour qu'on puisse avoir un entretien. Elle était vraiment sur ses gardes pour tout, même moi. Mais c'est fini par penser que je pouvais aussi être un policier qui se dissimulait. On s'était rencontrés en rétention. Je lui avais expliqué que j'étais anthropologue, que je travaillais à la CIMAD. Mais même pendant l'entretien qu'on a eu,
elle n'arrêtait pas d'éviter mes questions en pensant que chaque question que je lui posais était un piège. Elle me disait qu'elle partait de France le jour même parce qu'elle n'en pouvait plus de la France, qu'il y avait des policiers partout, qu'elle n'était jamais en repos. Et de manière complètement naïve, je dis, ah bon, vous partez où? Et elle me regardait, mais je ne vais pas vous le dire parce que si je vous le dis, vous allez m'attraper à la gare. À quelle heure vous allez? Et moi, je m'inquiétais pour son train. Elle me disait que j'ai un train. Je dis, mais à quelle heure vous prenez votre train? Elle me dit, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon vous allez prévenir la police. Enfin, c'était ça continuellement. Et juste petite anecdote, elle parlait quand même de l'effet de l'accueil en France en disant qu'elle n'avait jamais été traitée comme ça de sa vie, le fait qu'on lui ait mis des menottes, qu'elle était enfermée. Elle le vivait vraiment comme une expérience extrêmement difficile et sur laquelle elle revenait tout le temps en disant, vous les Français, quand vous venez chez nous, on ne vous traite pas comme ça. Et elle parlait tout le temps de se venger sur un Français un jour. Bon, j'étais chez elle, les volets étaient fermés. Elle faisait des allers-retours dans la cuisine régulièrement et je me dis, bon, à un moment, elle va arriver avec un couteau et je vais y passer, quoi. Et en fait, à chaque fois, elle ramenait plus de choses à manger et plus de choses à boire. Alors moi c'est vrai que j'ai fait un focus sur la question des suicides dans le cadre de ce recensement sur les morts à la frontière à Calais. Et de fait, sur cet échantillon, s'il faut parler comme ça, je n'ai eu qu'à recenser, entre guillemets, en tout cas des cas concernant des personnes masculines. Par contre, dans le mémorial, des femmes sont décédées aussi à Calais. Ne serait-ce que lundi, en fait, une femme exilée, a priori de nationalité érythréenne, a été retrouvée sur la plage de Marques, donc juste à côté de commune limitrophe de Calais, un gilet de sauvetage sur les épaules. Donc c'est une réalité, il y a un certain nombre d'événements, je pense au fameux naufrage aujourd'hui un peu médiatisé du 24 novembre 2021 où un certain nombre de femmes étaient présentes parmi les victimes. Donc non, la frontière à Calais tue, peu importe le genre, même si la plupart des victimes sont des hommes, mais oui, de fait, en fait, ce que j'ai pu décrire en matière de... on va dire de facteurs qui pèsent sur l'état d'esprit, sur le moral, la santé mentale des personnes bloquées à Calais, impactent également les femmes avec des risques spécifiques, notamment en termes de violences sexuelles, par exemple. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Je pense que la question qui a été soulevée sur le genre, je pense que c'est bien de la garder en tête et de se dire que peut-être, il faudrait réfléchir si peut-être aborder un peu plus comment le genre traverse la manière dont les exilés et les soutiens vivent la frontière, de manière subjective. Donc on la garde en tête et peut-être pour la deuxième question, peut-être que cette personne, on lui a répondu. Il y a des ressources. Hein. Je pense aux permanences téléphoniques du COMED, au guide WhatsApp ou au site du Psycom où on peut trouver aussi des ressources pour éviter d'envoyer tout le monde chez Héloïse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Maëlle, Héloïse et Stéphane.